c'est tout bénef de passer pendant la pub, parce que pendant la pub, les gens restent sur ton site, et au lieu de regarder la pub, ils sont en train de t'acheter des produits. Donc ça a été le cas de Pimpant, ça a été le cas de Dijo. Très clairement, c'est nos deux clients qui ont fait les plus gros CA. Et la différence entre proposer 3 produits et un produit, la conversion, c'est x4. Qu'est-ce que ça peut rapporter de passer avec un associé? À quelle heure il faut passer pour que ce soit performant? Quels sont les critères qui font que tu vas être encore plus performant? Et il se trouve qu'en fonction de l'heure à laquelle tu es diffusé, c'est du simple au décuple. M6 recherche ça, c'est de la télé. Lui, c'est Simon, CEO de Moon, l'agence Shopify de référence. Avec son équipe, Simon a accompagné plus de 150 marques dans leurs projets de site web et pas n'importe lesquels. Dijo, Pimpant, Duralex, Enercool ou encore Shape Heart, les marques dont tous les friands de e-commerce ont déjà entendu parler. La particularité de Moon, c'est que plus d'une dizaine de leurs clients sont déjà passés dans la célèbre émission Qui veut être mon associé pendant qu'ils travaillaient ensemble. Certaines marques ont généré jusqu'à 70 000 visiteurs en simultané et plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires le premier mois. Et Simon est venu nous partager toutes les coulisses de ces passages TV. Dans cet épisode, vous découvrirez quels chiffres les marques qui passent dans Qui veut être mon associé obtiennent. Pimpant cette année, qui a fait 100 en 1 heure, je crois, quelque chose comme ça. Comment bien préparer un passage TV en travaillant son site et son offre. Essaye vraiment d'aller capter des clients. Ce soir-là, c'est fait pour capter des clients. Il vaut mieux que tu rognes sur ton chiffre d'affaires ce soir-là et capter des clients pour après espérer renouveler les achats, que vraiment se dire je vais essayer de vendre vraiment des trucs à 100 balles. Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire? L'erreur, c'est de vouloir mettre trop en avant des produits chers pour profiter de ce passage-là. Comment surfer sur la vague le plus longtemps possible? Quelles applications utiliser? Et tout un tas de conseils auxquels vous n'auriez pas pensé. Je suis certain que l'épisode va vous plaire et que vous allez apprendre plein de choses, alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ravi de te recevoir. Moi aussi, ravi d'être dans ton podcast, Étienne, pour un démarrage qui sera excellent, j'en suis certain. Comment tu vas? Ça va très bien. On a beaucoup de travail, une équipe qui grandit, donc ouais, on est très content, mais ouais, non, tout se passe bien pour nous. Ouais, trop cool. Écoute Simon, je suis super content de tourner l'épisode avec toi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, toi et moi, sur LinkedIn. Je suis allé avant l'enregistrement jeter un petit coup d'œil à l'historique de nos messages pour voir de quand dataient nos premiers échanges, et ça date précisément du 19 octobre 2022. Et en fait, on a un petit point commun, c'est que on bosse tous les deux dans le domaine du e-commerce. Moi sur la partie un peu plus ads et toi du coup sur la partie un peu plus Shopify. Et moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Bon, tu le sais, mais avec ton agence Moon dont tu nous parles un petit peu plus après, j'imagine, sur LinkedIn, avec tout ton contenu autour du e-commerce que je trouve top. Et pour le coup assez concret dans la masse de contenu un petit peu vague qu'on peut retrouver sur la plateforme, et aussi à travers ton podcast le Shop des Titans dont tu pourrais nous parler un petit peu aussi pendant l'enregistrement. Et en fait, il y a un post que t'as fait il y a quelques temps qui m'a particulièrement interpellé et qui m'a donné l'idée de faire l'épisode. C'est un post dans lequel tu disais que tu as 3 de tes clients qui sont passés dans Qui veut être mon associé en 2024 et 10 depuis 2022. Il y en avait 4 même en 2024. 4 en 2024, ouais. Et 10 depuis 2022, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay. Exactement. Ce qui est assez ouf. Et je me suis dit, du coup, que tu avais sûrement plein de trucs à raconter sur les coulisses des passages. Et donc, ce serait sympa d'en faire un épisode dédié. J'ai plein de questions à te poser, mais ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par déjà te laisser te présenter. Bah écoute, merci déjà pour tout ça. En effet, c'est un petit moment qu'on échange ensemble. Même avant que tu crées Rhodes, il me semble, en effet. Donc ouais, très très content d'être là. Qu'est-ce qu'on fait chez Moon? Et c'est assez simple, on est une agence experte Shopify, historiquement essentiellement sur le développement, désormais également sur la partie design et CRO. Et donc on fait ce qu'on appelle la partie build, donc construction de A à Z de Shopify, et également la partie run, donc accompagnement mensuel de clients pour améliorer les Shopify en continu. En gros, c'est ça, on a une équipe de 14 personnes, et donc principalement des développeurs, 2 designers et 2 personnes en CRO, et voilà globalement ce qu'on fait. Trop cool. Tu m'arrêtes si je me trompe, la partie CRO est assez nouvelle chez vous, et historiquement vous l'aviez pas, c'est ça? Alors si, en fait c'est un des premiers trucs qu'on a fait en réalité. Ok. Donc Moon a 5 ans, c'est quelque chose que je t'ai pas dit. Donc Moon en tant que tel à 5 ans, c'est-à-dire spécialisé que sur Shopify. Mais avant, dans la team, donc Thibaut, Ben et moi-même, qui sommes les 3 cofondateurs de l'agence, on est développeurs aussi de formation, et on faisait du WordPress, du PrestaShop, etc. Et quand en 2019 je me suis intéressé à Shopify, j'ai très rapidement fait du CRO, parce qu'on m'a demandé justement d'accompagner, de conseiller, et comme moi je suis assez cartésien, j'avais commencé à faire un peu de tracking sur les sites pour voir ce qui se passait. Ça s'appelait pas le CRO à l'époque, je savais pas comment ça s'appelait, j'appelais ça optimisation de la conversion. Donc c'est
C'est un peu la même chose aujourd'hui. Optimisation UX, exactement. Alors, je viens de me souvenir. Donc, si, j'en faisais depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des profils bons en CRO. Donc, Ouais. ça fait à la fois du tracking, de l'analyse UX, qui comprennent le e-commerce, qui comprennent Shopify aussi. Donc, c'est très compliqué de trouver ce genre de profil. Et là, on a trouvé. Peut-être que quand tu diffuseras, la personne sera déjà chez nous. Et c'est quelqu'un qui travaille pour une marque de vêtements très connue, qui nous rejoint et qui est expert CRO là-dessus. Donc, voilà. Mais je le fais déjà depuis plusieurs mois avec plein de clients. Mais c'est juste que comme tu t'en doutes, je fais plein d'autres choses comme toi. C'est très compliqué de faire 100% de CRO. Donc, on le fait pour nos clients. Ok. Aujourd'hui, on le fait très peu pour les clients externes. Et là, on commence à le proposer à des clients en externe petit à petit. Et puis, on communiquera sur la partie CRO un peu plus tard. Donc, je pense septembre, octobre, on verra. On est encore en train de faire des tests, d'optimiser les choses de notre côté. Ok, bah, super intéressant. C'est marrant, il y a pas mal de parallèles entre nos métiers, notamment sur... tu vois, ça paraît très logique au final de se dire que quand tu construis un site ou que tu retravailles sur un site, bah en fait, une fois que tu as livré, tu vois, ton projet, c'est pas fini, quoi. Tu as énormément de choses à tester, à améliorer, à itérer, etc. Donc c'est un peu pareil, notamment sur la créa, où tu vois, on livre une créa, mais en fait, t'as très rarement bon du premier coup. Donc t'as souvent une bonne base et après tu itères. Donc exactement. Bah, on a exactement le même discours. Donc en effet, même quand on fait des builds, donc des refontes de A à Z de sites qui coûtent cher, clairement aux clients qui font appel à nous. C'est un peu bizarre, mais on dit toujours, de toute façon, le site au lancement ne sera pas parfait. Donc on leur dit. On va faire tout, évidemment, pour qu'il soit le meilleur possible, avec la meilleure conversion, qu'il soit le plus stylé possible, tout ce que tu veux. Mais il y a de grandes chances qu'il soit seulement, entre guillemets, 80% performant et qu'il y ait 20% sans doute à peaufiner dans les mois qui viennent, parce qu'on va se rendre compte que les décisions qu'on a prises sur certaines choses sont peut-être pas exactement les meilleures. Et ça, c'est normal. Donc, on a cette transparence de le dire, parce que on a eu aussi ça n'arrive plus, mais par le passé, au tout début, des personnes qui s'attendaient aussi à avoir des scores extrêmement élevés à la refonte, alors que ça n'existe pas, sauf vraiment catastrophe initiale. Et donc il y a des améliorations, mais il faut prévenir de ça, de dire, écoutez, on va faire tout pour que ce soit le mieux possible. C'est ce qu'on fait, et après on vient l'améliorer. On a des super exemples, tu vois, si on prend Dijo, Pimpan, c'est des sites qui au démarrage étaient déjà très performants, mais aujourd'hui, si on prend Dijo, la conversion, on l'améliore chaque mois en faisant des optimisations petit à petit. Et le site qu'on a refait il y a que 1 an et demi, donc c'est assez récent, il a déjà beaucoup changé par rapport à ce que c'était. Et c'est pas genre on a fait n'importe quoi, c'est juste qu'on s'est rendu compte que ok, on a besoin de telle info à tel endroit, qu'en fait on modifiait les arguments produits, etc. Donc voilà, après c'est évidemment de l'investissement, mais c'est comme ça, selon nous, que tu peux obtenir les meilleurs résultats. Promettre moins, délivrer plus, en somme. Ouais, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est plutôt être transparent, je dirais. C'est plutôt dire, on peut avoir une très très bonne surprise. Évidemment, on fait tout pour que ce soit le meilleur possible, mais il y a de grandes chances que même en étant des experts du e-commerce depuis 5 ans, on n'est pas tout anticipé, on connaît pas exactement le profil de tous les clients qui vont se connecter. Il faut aussi savoir quelles vont être les campagnes d'acquisition qui vont être faites, savoir si elles sont raccord. C'est un truc que je dis souvent, d'ailleurs, ça te concerne, entre guillemets, c'est que si la fiche produit, on la prépare avec certains arguments, la page produit, on la prépare avec certains arguments, mais que les ads sur Meta, si je prends que Meta comme exemple, les créas Meta mettent en avant des arguments qui sont pas aussi bien mis en avant sur les fiches produits, tu vas cliquer dessus, tu vas arriver, tu vas dire, attends, l'argument pour lequel j'ai cliqué, je le retrouve pas, tu vois. C'est à la fois pas que la faute, ou en tout cas les raisons des pubs qui font que ça va fonctionner, et c'est pas non plus que la raison du site qui fait que ça va fonctionner ou pas. Donc c'est un ensemble de tous ces paramètres, et c'est assez compliqué des fois pour le client de comprendre que on fait le mieux possible, mais il faut que tout le monde soit raccord à l'instant T au lancement, ce qui est quasiment impossible. Donc c'est normal qu'il y ait un lancement avec un site le plus performant possible. On prépare évidemment avec les agences d'acquisition pour faire en sorte que le lancement soit le meilleur possible. Et après, ça se peaufine. Même pour vous, toi, sur tes créas, tu fais des tests aussi. On sait beaucoup de ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Ça m'étonnerait que tu dises à ton client, je sais quelle créa il vous faut, c'est celle-là, et le ROAS, il va être incroyable. Même si je sais que le ROAS, c'est pas tout. Mais voilà. Ok, super intéressant, ça me fait penser j'ai plein de questions qui viennent, mais j'ai essayé de les faire dans l'ordre. T'as parlé de quelques marques, t'as mentionné Dijo, Pimpan, je sais que tu travailles avec d'autres très jolies marques comme Duralex, Enercool, etc. Pour revenir sur un peu l'intro du podcast, petite particularité, c'est qu'il y en a beaucoup, en tout cas une bonne partie qui sont déjà passés sur Qui veut être mon associé. Déjà, première question de curiosité, mais comment ça se fait? C'est un hasard ou... Figure-toi qu'on me pose très très souvent cette question.
Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus. Et écoute, ouais, c'est relativement un hasard, ouais, parce qu'en fait, on a eu des premières marques, il se trouve qu'elles sont passées dans Qui va être mon associé, et ça nous a donné une certaine légitimité, etc. Donc en fait, les premières marques qu'on a eues, on a eu Live Happy Food, on a eu Papépille. Papépille, en fait, ça a été parce qu'on a travaillé avec une marque dans laquelle Anthony Bourbon avait des parts. Au même moment, l'émission avec Papépille en fait avait déjà été enregistrée, donc en fait Anthony Bourbon avait déjà investi dans Papépille ou en tout cas les accompagnait. Il avait entendu parler de nous via une autre marque dans laquelle il a des parts, et du coup il nous a mis en relation avec Ray Bed de chez Papépille. Donc on a fait leur site, qui est d'ailleurs quasiment toujours celui-là aujourd'hui. Et en fait on a été connus grâce à ça. On avait fait Live Happy Food il y a très longtemps, qui sont passés aussi dans Qui va être mon associé. Donc voilà, donc on s'est fait une petite réputation comme ça, c'est le hasard, c'est un premier truc qui fait qu'on a, les gens ont dit, ah putain, Moon, ils font quand même des trucs bien, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais c'est, en gros, ils disaient, c'est un bon rapport qualité-prix, en gros, pour une boîte qui passe à Qui va être mon associé à l'époque, en tout cas. C'était hyper intéressant parce qu'on allait très très vite. Alors, on va toujours vite, mais un peu moins parce que les projets maintenant sont plus importants. Mais, en tout cas, ils savaient que, en allant chez nous, t'avais un truc, très quali assez rapidement pour être prêt pour Qui va être mon associé. Et qu'on était présent aussi pendant les diffusions. C'est-à-dire que lorsque il y a les passages télé, dans les 10 clients que j'ai pas listés, moi, les 10 clients qu'on a eu sur Qui va être mon associé, on était tous les soirs présents pendant la diffusion en cas de souci. Donc voilà, donc c'est vraiment un hasard. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est fait une réputation. Et là, en effet, cette année, pour la première fois, on nous a contactés parce qu'on a eu des clients qui sont passés dans Qui va être mon associé. Il y en a qui sont en train de postuler en ce moment à Qui va être mon associé, donc ils veulent travailler avec nous. Mais historiquement, c'était pas ça. Et je finirai là-dessus. Mais par exemple, Dijon, c'était pas du tout le cas à l'époque. C'est-à-dire qu'on a commencé à bosser avec elles. Elles savaient pas du tout qu'elles allaient commencer à passer avec mon associé. Pimpon, c'est pareil. C'était pas du tout prévu. Enarcool, par contre, c'est le cas. Ils sont nantais. On se connaît aussi, parce que nous, on est nantais. Je l'ai pas précisé. On est sur Nantes. Comme toi, t'es sur Strasbourg, tu vois. On est provinciaux. C'est plein de petites circonstances qui fait que, et là, c'est peut-être la première année où, on va avoir peut-être des clients l'année prochaine sur Qui va être mon associé. Parce que on a eu beaucoup de clients sur Qui va être mon associé, mais historiquement, c'était vraiment, plein de circonstances qui font que on a eu des clients sur Qui va être mon associé, mais voilà. J'ai envie de creuser un peu la partie Qui va être mon associé, qui est le thème de cet épisode. J'imagine qu'un passage TV, ça se prépare, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Côté publicité, donc il y a évidemment tout un travail en amont, communication. Je pense que tu as de la gestion des stocks. Tu dois avoir aussi côté client tout un travail à faire sur la partie activation de la base client. Clairement. Qui est acquise pendant l'événement, après le suivi, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a toute une orchestration. Enfin, c'est pas j'imagine, je sais qu'il y a toute une orchestration autour de ce type de passage. Mais il y a quand même un point central sur lequel vous êtes présent, c'est le site web. Parce que si ça crash, si c'est pas bien optimisé, si en fait t'as un afflux de trafic énorme et que derrière ça convertit pas autant ou pas sur des montants que t'aurais souhaité, je pense que t'as qu'une chance, quoi. Donc ma question, c'est comment ça se prépare un passage TV comme Qui va être mon associé? Le fait que le site, le soir de Qui va être mon associé, il y a une préparation, mais après, je pourrais peut-être aussi te parler de la préparation de, là, en ce moment, les gens qui veulent postuler, parce que j'ai aussi quelques petites astuces à donner là-dessus. Les deux m'intéressent, vas-y. Mais je vais donner surtout des points pour la diffusion. Donc déjà, le premier point, tu l'as cité, dont on me parle le plus, c'est faire en sorte que le site ne crache pas. Alors, nous, on travaille sur Shopify. L'avantage, c'est que les serveurs des sites Shopify sont gérés par Shopify et que les serveurs Shopify, quel que soit ton forfait Shopify, sont ce qu'on appelle des bandes adaptatives. Ce qui veut dire que tu es une seule personne ou 1 million de personnes à un instant T. Il n'y a aucun ralentissement des serveurs, donc aucun ralentissement de ta navigation. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu es sur Shopify, en tout cas, donc ton site n'a aucune chance ou aucun risque, sauf cas extrême que les serveurs de Shopify crashent, ce qui arrive une fois par an pendant 2 heures, donc c'est quand même pas de chance si ça tombe à ce moment-là. On a eu des cas où Shopify ne fonctionnait pas pendant 2 heures et t'allais sur Le Monde, t'allais sur VP, t'allais sur des énormes sites, New York Times, qui fonctionnaient pas non plus, tu vois. Ah putain. Voilà. Donc en fait, tu peux être au courant, mais c'est vraiment très très rare. Ça, c'est un point. Par contre, sur Shopify, des fois, tu as aussi d'autres systèmes qui sont connectés à Shopify. Typiquement, les systèmes de paiement. Ça peut être des applications de récupération de données. Ça peut être ton Klaviyo. Donc, par exemple, si le serveur de Klaviyo à ce moment-là ne marche pas, ta récupération d'email, par exemple, peut déconner. Mais c'est pareil, des systèmes comme Klaviyo ou les systèmes de paiement, t'as pas à te prendre la tête avec est-ce qu'il te faut plus de capacité de bande passante des serveurs, puisque là, t'as pas à choisir un forfait, c'est normalement aussi intégré. Mais on a eu un cas avec un système de paiement
où les serveurs avaient craché à ce moment-là, et on a eu pendant quelques minutes un problème là-dessus. Et pour le coup, là, on peut absolument rien faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le système de paiement en live pendant l'émission. Oh, putain. C'était assez sportif, donc c'est pour ça que je dis que c'est heureusement qu'on était, enfin, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais heureusement qu'on était présent à regarder l'émission à ce moment-là derrière nos PC, dans le back-office. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours dans le back-office aussi des clients en même temps pour regarder les statistiques, ce qui se passe et pouvoir réagir si jamais il y a un souci. Mais voilà. Mais ça, c'est un cas vraiment extrême qui est, pour le coup, c'était vraiment pas de chance pour ce truc-là. T'as le niveau de stress que tu dois avoir quand t'as ton module de paiement qui saute. Et c'était assez stressant. Donc heureusement qu'on était là et qu'on a eu le réflexe de se dire changeons le système de paiement immédiatement. Ouais. Le truc, c'est qu'on peut même pas le faire, donc on a appelé les clientes. C'est Dijon, je pense que je peux le dire maintenant. C'était Dijon, on leur a dit est-ce que vous avez toujours votre ancien système de paiement, et elles ont switché dans la minute, et du coup ça fait. Elles ont eu la chance qu'il y ait la pub qui soit passée à ce moment-là, parce qu'en effet sinon ça aurait été. Okay. Donc ça, typiquement, ne pas changer son système de paiement donc le dernier moment, ça c'est important. Pour le coup là, c'est pas nous, on les avait un peu avertis là-dessus. Alors honnêtement, on savait pas du tout que ça pouvait arriver. Nous, on est plutôt prudent à dire 2 semaines avant la diffusion, on ne change rien, quoi. Genre pas une virgule, pas de système de paiement, rien du tout. Donc ça, hyper important. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc bref, bande passante, est-ce que le site va cracher? C'est très, 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 très peu probable. Si vous êtes sur Shopify. Si vous êtes sur d'autres plateformes aussi, ce qu'il faut le dire, t'as sans doute des clients aussi qui sont peut-être sur WooCommerce, PrestaShop, etc. Là, il faut aller, si jamais ton site il est hébergé chez OVH, Gandhi, etc., il faut aller prendre les forfaits supérieurs pour supporter des plus grosses charges sur les serveurs. T'as une idée, alors je sais pas si t'as des stats moyennes, mais tu vois du trafic que ça envoie, une diffusion TV le jour de la... Ouais. Alors ça aussi, c'est un point qu'on a découvert cette année, parce que cette année, comme on en avait 4 en même temps, on a beaucoup plus suivi les statistiques que les autres années, honnêtement. Les autres années, on était plus en mode est-ce que tout va bien se passer? On faisait moins gaffe à vraiment les tenants aboutissants, les résultats, etc. Là, on s'est un peu plus penché sur OK, qu'est-ce que ça peut rapporter de passer avec un associé? À quelle heure il faut passer pour que ce soit performant? Quels sont les critères qui font que tu vas être encore plus performant? Et il se trouve qu'en fonction de l'heure à laquelle tu es diffusé, c'est du simple au décuple. Je vais te donner un exemple très concret. Pimpan, qui est passé à 22h cette année, je crois a eu à peu près en tout, pas à un instant T, mais en tout cas en tout, je crois à peu près entre 50 et 70 000 connexions. Ok. Tu vois. Je me demande si c'était pas un peu plus. C'est juste, je veux pas dire de conneries. Énorme. Et par exemple, Auré, qui est passé après minuit, et aussi plus, enfin, qui était le dernier épisode aussi, et ben, c'était 10 fois moins de connexions, tu vois. Enfin, c'était un peu entre 8 et 10 fois moins. Ouais. Donc, à taux de conversion égal, ça fait la différence, quoi. Et là, exactement. Et donc ça, c'est le point aussi qui est important, c'est que aussi ton chiffre d'affaires est quasiment aussi proportionnel à. Ouais, bien sûr. Okay. L'heure de diffusion, tu le maîtrises pas. Hein. Donc ça, le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est justement là maintenant, si jamais vous êtes en train de commencer à vous faire caster, il faut vraiment sortir du lot, avoir un passage télé qui est marquant si vous voulez passer à 22h. Typiquement, si on prend encore l'exemple de Pimpan, eux, ils avaient été marquants parce qu'ils avaient parlé qu'ils faisaient de la semaine de 4 jours. Ouais. Donc ça, en face, Simoncini, ça réagit, blablabla. Donc certains, ça allait passer à cette heure-là. Les fameuses tongs, Exactement. Les fameuses vous y allez en tongs qui a été posté, reposté, publié sur tous les réseaux. Ouais. Exactement. Mais ça, c'est du pain béni pour un entrepreneur qui est complètement associé. Donc, t'as quand même intérêt à la fois à rester évidemment hyper sympathique à la télé, etc., mais aussi avoir un sujet un peu piquant en dehors de ta partie business. Tu vois, si on prend Dijon, par exemple, le fait marquant, c'était pas forcément leur produit, c'est pas forcément le fait qu'il y ait eu un clash, machin, etc. C'est qu'elles ont refusé à 1% près l'argent d'Éric l'archevêque. Je crois que c'est ça. Donc à 1% près, elle demandait 300 000 pour 8, et lui il a dit 300 000 pour 9%. Et ils ont dit non, tu vois. Donc ça, gros épisode, machin, de fou. Donc ça a résonné. Les gens disent, elles ont refusé, machin. M6 recherche ça, c'est de la télé. Hein, ouais, bien sûr. Vraiment avoir ça en tête. Hein. C'est-à-dire que si vous y allez et que vous voulez vraiment dire, le soir de Qui-va-être-moi associé, on peut ultra performer en chiffre d'affaires. On va dire ce qu'on fait nous de notre côté pour essayer que ce soit plus performant, mais en réalité, c'est surtout c'est ton passage télé, il est incroyable et que tes produits aussi ont du sens, hein, voilà, que ça va fonctionner. Si on revient un peu sur la partie
La partie Site. site. Donc là, tu disais en gros le premier point, c'est tout ce qui est volume de trafic. Donc en gros, si t'es sur Shopify, il y a pas trop de soucis en théorie. Et par contre, si t'es sur d'autres CMS, regardez quand même si en fait, enfin, passer sur des abonnements dessus. T'as d'autres grands points un peu que tu check pour préparer le passage? Il y en a plein. Alors comme je disais, c'est ne rien toucher avant 2 semaines. Ça, c'est important. Les autres points qui sont vraiment pratico-pratiques, c'est faire en sorte que à l'entrée de ton site, on capte directement que tu es dans qui va être mon associé à ce moment-là. C'est-à-dire que photo du ou des cofondateurs, cofondatrices qui sont présents sur l'aérobanner, une tagline qui mentionne qui va être mon associé, ou en tout cas c'est très clair que ce que tu es en train de regarder à la télé, c'est le même truc que tu vois sur le site. Ça, c'est hyper important. Préparer aussi les métadonnées, métatitres, métadescriptions, pour que dans Google, ton titre de recherche dans Google, ce soit par exemple, Pimpant, on va dire les poudres des produits du quotidien, passage à qui va être mon associé. Donc, tu mets très clairement que c'est ça. Donc, les gens, ils font directement le lien. Donc, ça, c'est les choses un peu basiques. Et après, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est créer des packs qui va être mon associé. C'est-à-dire des packs découvertes qui va être mon associé, qui sont flagués comme tels, avec le petit tag qui va bien dessus, qui dit qui va être mon associé, avec une remise qui est faite dessus, avec un prix intéressant. On l'a constaté aussi, il vaut mieux avoir un prix relativement bas. Donc relativement bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 20 et 40 euros, pas au-dessus de 50. Il faut éviter d'être au-dessus des 50 euros, parce que c'est un trafic de prospects froids, entre guillemets, qui arrivent et qui sont curieux et qui se disent est-ce que je suis OK pour mettre 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros? 50 euros, ça commence à... Tu vois? Donc, faut que tu aies une offre quand même relativement... je conseillerais, moi, entre 20 et 40 euros maximum, même 50, ça commence à être un peu compliqué. Et là, tu vas vraiment pousser à la conversion. Tu profites de ce moment-là pour récupérer aussi de l'email. Donc, vaut mieux faire plein de petites ventes, quitte à avoir un chiffre d'affaires plus bas, que moins de grosses ventes pour avoir un plus gros chiffre d'affaires. Donc en fait, l'enjeu, il est pas... Alors c'est très bien, hein, tu peux faire un très gros chiffre d'affaires sur des événements associés, mais tu as surtout intérêt à aller closer un maximum de prospects pour après les récupérer, faire de l'emailing, etc. Ouais. Donc ça, méga important. La partie positionnement prix, bundle déjà préparé. Pourquoi? Parce qu'en gros, tu vas arriver sur le site, Pimpant, ils ont des dizaines et des dizaines de produits. S'ils n'avaient pas fait le pack qui va être mon associé, les gens seront en train de se demander mais qu'est-ce que je vais peut-être aller acheter? Et au final, tu vas aller d'un produit à un autre, tu vas dire oh, bon, en fait, je prends rien, tu vois. Alors que si t'as le pack découvert, tu dis ah putain, c'est cool, c'est drôle, t'as du dentifrice en poudre, du savon en poudre, de la lessive, du machin, du truc. Et donc tu te dis ok, bah je vais tester un peu tout, ça va être marrant. D'ailleurs, le pack découverte, c'est vraiment un point important. Mettre en avant les frais de port offerts, hyper important aussi. Il faut les mettre déjà en règle générale sur l'e-commerce. C'est pas à toi que je vais apprendre ça évidemment, mais encore plus là, c'est-à-dire insister vraiment genre les frais de port ils sont offerts, peu importe le prix que tu prends ce soir, tout est offert. Tu vois. Donc ça, faut vraiment y aller à fond. Du pop-up avec des remises, donc pop-up avec remise moins 10% sur ta première commande ou ta prochaine commande, peu importe. En tout cas, faut aller récupérer l'email à fond. Retravailler ses menus. Ça, c'est généralement assez peu dit. Il faut retravailler ses menus pour que lorsqu'on aille dans le menu, on retrouve directement, très rapidement, les packs qui va être mon associé dont on a parlé, des best-sellers, et que ce soit très clair qu'on puisse arriver dessus et qu'on ne noie pas les personnes dans plein de catégories et de trucs, parce qu'en fait les gens n'auront pas le temps d'aller explorer, parce que tu vas avoir ton passage à la télé qui va être de 22h à 22h10, à 22h11 le trafic de ton site il passe de 50 000 personnes à 100 personnes, j'exagère, mais en gros, mais en 30 secondes. C'est affolant. Et c'est l'équipe d'après qui passe dans Kivenosé qui lui va avoir son trafic. Tu vois. Donc les gens ils se connectent et voilà. C'est pour ça que c'est tout bénef de passer pendant la pub, parce que pendant la pub, les gens restent sur ton site, et au lieu de regarder la pub, ils sont en train de t'acheter des produits. Donc, ça a été le cas de Pimpant, ça a été le cas de Dijon, et très clairement, c'est nos deux clients qui ont fait les plus gros CA, les sur des clients associés, en partie grâce à ça. Et sur cette partie, justement, menu, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes une section qui va être associée, du coup, quand t'as une landing page derrière avec, en gros, des produits qui sont exclusivement poussés par Kivenosé, c'est quoi un peu les best practices? Exactement, c'est ça. Donc, on va retravailler le menu pour que, très clairement, dans les onglets du menu, t'aies directement un truc pack qui va être mon associé. En effet, tu cliques dessus, t'as des packs qui va être mon associé qui sont prêts. Parce que je dis pack, t'es pas obligé d'en faire un seul, tu peux en faire 2, 3, 4, 5, tu vois, avec des prix différents, parce que t'es pas à l'abri d'aller vendre, au lieu de vendre pour 20 euros, tu peux aller vendre pour 40 euros sur notamment des familles. Si on pense à Pimpant, c'était pas mal de familles qui ont acheté. Donc, t'as aussi, si tu prends des trop petites quantités, ça fonctionne pas. Donc, en effet, c'est exactement ça.
ne pas hésiter à le faire relativement en amont pour préparer aussi le SEO sur ces requêtes-là. Ta landing page et ou page collection un peu préparée sur les produits qui va être mon associé, avoir du contenu spécifique qui explique qui va être mon associé, etc. Alors, c'est pas, qui explique pas qui va être mon associé, mais t'es pas qui va être mon associé. En gros, que t'es les keywords qui va être mon associé qui soient aussi présents sur cette page pour éventuellement ressortir aussi. Et pourquoi pas aussi ressortir lorsqu'il y a des recherches la semaine d'après sur l'émission qui va être mon associé sur ta page. Tu vois, ça peut arriver aussi. On retravaille le menu dans ce sens-là. Tu élimines certaines catégories et sous-catégories qui sont pas forcément super utiles le soir des qui va être mon associé qui vont embrouiller les gens. Donc en gros, tu simplifies au maximum à la fois ta homepage parce que c'est là où la majorité des gens va arriver, mais simplifier aussi tes menus pour que les gens ne réfléchissent pas trop et se disent ok, c'est 4-5 produits que me propose cette marque de qui va être mon associé à l'instant T, je peux l'acheter très rapidement. Donc là, après, il faut que tes systèmes de paiement qui soient mis en place, Apple Pay, tout ce que tu veux, en tout cas pour que l'achat soit le plus rapidement possible, parce que c'est vraiment des achats coup de tête. Hein. Donc si tu les fais trop réfléchir, bah tu vas perdre des ventes très clairement. Donc c'est pour ça qu'il faut que les frais de port soient très clairs. C'est les frais de port, t'inquiète. On peut faire même des paiements en 3 fois, enfin tout ce que tu veux. Donc ça sera très important. Donc ouais. Ça c'est hyper important de faire attention à ça en effet. Ok. C'est super intéressant. J'ai 10 000 sous-questions qui en fait, c'est un peu comme si tu avais un gros afflux de trafic et ton objectif, c'est de le canaliser pour l'orienter et qu'il ait globalement le moins d'options possible, quoi. C'est de l'emmener là où tu veux l'emmener et de lui proposer quand même, en gros, tu vois, des packs avec différents price points, mais l'objectif, c'est de lui simplifier la vie et pas qu'il se perde dans ton site, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Et d'ailleurs, Poppy à l'époque, donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une marque en gros, de papier hygiénique, de papier de toilette recyclé, recyclable et voilà, qui est vraiment top. C'est un peu le parti pris qu'on avait pris avec la fondatrice de faire juste une landing page avec un pack seulement. Okay. Et on a eu un des plus gros taux d'ajout au panier qu'on a jamais eu. Donc ouais, c'est très très efficace. Mais c'est pas à toi que je vais apprendre ça parce que c'est partie de ton métier, c'est que plus tu vas orienter les gens sur ok, c'est ça qu'il te faut, et plus c'est facile d'aller convertir parce que si tu leur dis regarde, j'ai 10 produits, même si tu les argumentes, les gens vont dire ok, je sais pas si c'est celui-là, qu'est-ce que je fais, etc. Ouais. Et je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je pense que c'est intéressant, je dévie un peu mais c'est hyper intéressant. Le fait de mettre un diagnostic sur son site sert à ça, c'est-à-dire tu ne sais pas ce que tu veux, donc je vais répondre à un diagnostic et on va me dire ce dont j'ai besoin. Et le défaut des marques qui font des diagnostics, et on en a souvent qui nous contactent pour en faire, mais qui arrive déjà qu'un diagnostic a déjà été fait sur ta plateforme, etc., c'est de proposer à la fin du diagnostic plusieurs résultats. Très très grosse erreur, ne proposer qu'un seul ou 2 résultats maximum avec 2 niveaux de pricing différents. C'est-à-dire, si tu présentes deux résultats, oui, c'est que tu as un produit qui est très simple, très abordable, et que l'autre, il est un peu plus cher, et c'est le pack premium, mais le premier, il est déjà très bien, tu vois. Pourquoi il faut, à la fin des diagnostics, n'avoir qu'un seul produit? C'est parce que si tu réponds à 20, 30, 40 questions, tu prends du temps pour le faire, et qu'à la fin, on te dit, c'est à peu près, c'est tous ces produits-là qu'il te faut, prends celui que tu veux, on s'en fout, bah, ça marche pas. Alors que si tu dis, ok, salut Étienne, tu as répondu à telle et telle question, il me semble que tu as tel et tel symptôme, ou que tu as besoin de tel et tel produit, tes cheveux sont gras, de machin, de trucs, il te faut ce produit-là. Et ben tu vas dire ok, putain, en fait c'est exactement ce dont j'ai besoin, je l'achète. Ouais. Alors que si t'en proposes 5, on te dit ouais, ok, merci d'avoir répondu au questionnaire, bah voilà, c'est 5 produits qu'il te faut, prends éventuellement les 5 si tu veux, ça va te coûter 150 balles, tu me connais pas, voilà, ça n'arrive pas du tout. Et la différence entre proposer 3 produits et un produit, la conversion c'est x4. Mais vraiment, c'est un délire. Ouais. Je l'avais traqué sur Dijo d'ailleurs à l'époque, avant qu'on fasse la refonte. Ils avaient déjà un diagnostic. Et c'était hallucinant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, sur les pages de résultats diagnostiques, tu as 1 ou 2 produits seulement quand tu réponds au diagnostic. Et ça cartonne. Ça m'étonne pas du tout. Nous, on bosse avec pas mal de marques cosmétiques et du coup, forcément, on fait un peu de veille là-dessus. Et dans les mécaniques d'acquisition, le diagnostic en fait partie. Et il y en a un acteur que tu connais, que tout le monde connaît très probablement dans le Unicom, c'est Typologie, qui fait ça très bien. Et son diagnostic, il est assez personnalisé et surtout, ils sont même plus loin dans un peu dans le côté, l'aspect scientifique, tu vois. T'as l'impression qu'en gros, ils te donnent un peu un type de peau auquel tu es associé et c'est avec des noms. T'as l'impression que c'est genre des, tu vois, il y a des molécules derrière, tu as tes types AE, etc. Et donc du coup, t'as ton produit qui est fait pour toi. Et en fait, en effet, moi je te rejoins. C'est un peu comme si tu vas au resto et que tu demandes au serveur quel plat tu me conseilles et qu'il te dit bon je t'en conseille 5. En fait, il t'a pas aidé à passer à l'action, quoi. Donc trop de choix. Ce qu'on dit souvent, c'est trop de choix, tu le choix. Donc ouais, très
très, très intéressant. Exactement. Il y a ce point-là de faire en sorte que, alors, c'est pas dire qu'il faut que tu travestis ton site pour que ce soit une seule landing page qui arrive vers un produit. Parce que par exemple, si on prend Pimpan, ils ont gardé tous leurs produits sur le site, mais ils ont mis en avant sur la section de la homepage produits, ces packs et leurs best-sellers. En gros, c'est packs best-sellers. L'autre point intéressant aussi à prendre en compte, et on l'a testé avec une autre marque qui s'appelle Auré, qui est passée aussi cette année. Et on l'a testé à la fois pendant Qui va être mon associé et post Qui va être mon associé. Donc, les packs, on l'a fait aussi, ça a très bien fonctionné. Mais il faut aussi faire attention à sa section produit, à ne pas mettre des produits trop chers en avant. Donc, ça, je l'ai déjà dit sur les packs, mais au global, c'est-à-dire que même si tu as un pack qui est à 30 euros, que tu as 5 produits et que tes 4 autres produits, ils sont à 100 balles, c'est pas bien. Essaye vraiment d'aller capter des clients. Ce soir-là, c'est fait pour capter des clients. Ouais. Il vaut mieux que tu rognes sur ton chiffre d'affaires ce soir-là et capter des clients pour après espérer renouveler les achats, que vraiment se dire je vais essayer de vendre vraiment des trucs à 100 balles. Déjà, tu vas réussir à convaincre assez peu de personnes, sauf si vraiment tu as été incroyable à la télé, que c'est genre le produit d'année que tout le monde doit avoir. Mais il vaut mieux se concentrer sur des produits vraiment avec les prix les plus abordables possibles, en tout cas en présenté en majorité. C'est évidemment pas que ce soit des accessoires qui n'ont pas de sens, mais si tu as des produits abordables et qui sont bien et qui sont des best-sellers, faut vraiment les mettre à la faveur de, typiquement si on prend Auré, les routines qui sont assez chères, c'est des produits très quali, mais tu as très peu de chances d'aller vendre des routines si jamais elles sont trop chères. Donc faut vraiment le voir comme qu'une grosse OP d'acquisition où tu cherches pas à faire de la renta, ou tu vois, ce que tu veux c'est juste faire augmenter le nombre de personnes qui passent à l'action, et après en plus j'imagine que si tu as un business avec du repeat ou voire même de l'abonnement comme c'est le cas de Pimpan, tu as tout intérêt à ce que le nombre de personnes qui rentrent le soir de l'émission soit élevé, parce que derrière tu sais que mécaniquement ils vont revenir si le reste est bien fait. Mais tu vois, je te dis ça c'est la théorie, mais la réalité c'est que Pimpan est notre client qui a fait le plus gros chiffre d'affaires en aussi peu de temps, alors que c'est eux qui ont le panier moyen le plus faible de tous nos clients qui sont passés avec Qui va être mon associé. Ils ont tout gagné. Donc, en effet. Mais c'est pour ça que je dis, vaut mieux avoir un plus petit chiffre d'affaires, plus de transactions. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand tu le fais, t'as aussi de grandes chances de faire plus de chiffre d'affaires quand même, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, si je devais le faire avec ce que j'ai constaté, c'est ce que je ferais. C'est je mettrais vraiment des packs le plus bas possible. Alors, attention à ta marge, ne vends pas à perte, fais pas n'importe quoi. Et un truc raisonnable, essaye pas de dire je vais en profiter pour aller vendre mes produits à 100 balles, je vais faire 20 000 balles à 100 balles, c'est magnifique. Donc, ça n'arrivera pas. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcasts, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode, un grand merci et bonne écoute. J'aimerais revenir sur 2 points que tu as mentionnés, que je trouve assez intéressants. Tu as parlé de la Hero Section, typiquement l'habillé aux couleurs de Qui va être mon associé. Je suis assez curieux que tu nous donnes un peu d'infos de comment tu l'habillerais si tu étais une marque X, tu vois, qui passe sur Qui va être mon associé. Et le deuxième point, c'est la partie SEO. Tu as dit un truc assez intéressant, ça faut bien le préparer en amont. Ce serait quoi, sans rentrer trop dans les détails, mais tu vois, combien de temps en avance, quel type d'action mettre en place, et que tu vois quelqu'un qui se dit moi je passe le 20 janvier, à partir de quand je dois commencer à vraiment planifier et dans quel ordre je dois faire les choses, tu vois. Ouais. Je vais répondre d'abord à la partie SEO. Alors déjà, nous on n'est pas des experts SEO chez Moon. Je vais commencer par dire ça. Donc c'est très difficile de dire combien de temps en amont il faut le faire. Plus tôt tu le fais, mieux c'est. Après tu as des NDA que tu signes avec M6, tu peux pas trop communiquer avant dessus. Donc généralement tu communiques, t'as le droit de communiquer dessus genre 2 semaines avant que tu passes. 2-3 semaines, ouais. Donc c'est assez chaud. T'es pas censé mentionner Qui va être mon associé sur ton site trop de temps avant. Et d'ailleurs même M6, on le fait quand même. Enfin les marques le font quand même. Mais même si tu mets ta hero banner avec la photo d'enregistrement sur ta hero banner trop tôt, même dans ce créneau des 2 semaines, ils te reprennent des fois et ils sont pas contents. Ouais. Tu vois, avec Enercool, il leur avait dit non, on veut pas maintenant. Bon, la plupart des marques s'en foutent, elles le font quand même. Ils menacent en gros de que tu passes pas à la télé si tu communiques trop, si tu diffuses trop de photos sur ton passage. Donc il y a ça, donc malheureusement tu peux pas trop préparer. En revanche, préparer une page collection, et j'insiste là-dessus, les pages collection, elles sont, je suis pas un expert en SEO, mais par contre, c'est une notoriété assez publique, entre guillemets, que les pages collection aujourd'hui sont de mieux en mieux vues
par Google parce qu'il estime que c'est des pages qui répondent à des requêtes sur Google. Typiquement, si tu vends des dentifrices en poudre et que ta catégorie c'est dentifrice en poudre et que tu as travaillé le SEO de cette page, à savoir tu as ta grille de produits et que en dessous de cette grille de produits, tu as du renseignement sur qu'est-ce que le dentifrice en poudre, pourquoi c'est bien de l'acheter, quelles sont les conditions d'achat, etc. Eh ben, tu vas être théoriquement boosté par Google. Donc c'est plutôt sur éventuellement avant on ait fait l'émission, mais en 2 semaines. Je suis pas un magicien, mais je pense pas que tu puisses avoir un SEO de dingue dessus. En revanche, le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui vont transiter sur ta page collection, qui mentionne qui va être mon associé, qui mentionne certains types de produits sur lesquels toi tu t'es positionné, dans un moyen long terme, eh ben tu peux gagner des positions peut-être un peu plus simples, plus facilement que ton concurrent qui n'aura pas eu un trafic aussi important sur cette page. Parce que Google va voir qu'il y a eu beaucoup de trafic sur cette page et il va s'y intéresser un petit peu plus. Donc ça c'est donc voilà, donc sur cette page-là, faire une page spécifique, pas qui va être mon associé, avec un travail SEO autour de qui va être mon associé en bas de page, notamment si vous passez en début de saison. Donc par exemple si vous passez début janvier, bah c'est cool parce que tu peux espérer aussi avoir des meilleures positions fin mars quand l'émission finit, donc ça c'est top. Et il faut la garder évidemment dans le temps parce que l'année d'après aussi tu peux gagner des positions. Ouais. On voit que les marques qui sont passées à qui va être mon associé chaque année ont aussi un pic qui revient sur ces marques-là parce qu'on en reparle. Même dans l'écosystème, rien que l'écosystème e-commerce dont on fait partie, on en parle un peu plus, même des anciennes marques, etc. Donc ça c'est top. Donc la partie SEO, c'est comme ça entre guillemets qu'elle se travaille. Donc c'est plutôt post, faut la travailler avant. Tu mets en place ces choses-là 2 semaines au maximum avant le lancement parce que t'as pas le droit de le faire avant. Et après tu gardes ces mentions-là très loin. Pour donner un exemple, Pimpan, toujours c'est pas qui va être mon associé aujourd'hui sur le site. Ouais, j'ai vu. parce que c'est un de leurs best-sellers actuellement en réalité. Donc là, on est en train de faire avec eux de l'A/B test pour voir si c'est vraiment le pack qui va être mon associé ou si c'est plutôt le pack qui est intéressant en tant que tel. Est-ce que c'est acheté parce que c'est écrit qui va être mon associé ou pas. Donc voilà, donc on est en train de tester pour voir si est-ce qu'on peut les retirer sans trop de risques. Je sais que c'est pas extrêmement clair sur la partie SEO, mais nous on n'est pas des experts SEO, mais c'est juste que ça te permet de prendre des positions. Sur la partie hero banner, ça va vraiment dépendre du type de marque que tu as. Si tu as une marque très premium, typiquement comme Auré, c'est compliqué d'aller trop dans le pushy sur l'argument. Typiquement, mettre frais de port offert sous le CTA principal de ta hero banner, c'est un peu chaud de le mettre. Mettre les étoiles des avis clients à cet endroit-là, c'est un peu compliqué aussi de le mettre à cet endroit parce que c'est un peu trop pushy. Par contre, en revanche, sur une marque comme Pimpan, sans leur faire offense, tu peux un peu plus rentrer là-dedans pour dire, OK, la preuve sociale, etc., rentrer beaucoup plus dedans. Donc ça, par exemple, sur quelque chose comme Pimpan, il faut plus mettre en avant les étoiles, le nombre de personnes qui ont déjà acheté les produits, etc. Sur la partie image, il faut montrer vos têtes en tant que fondateur à cet endroit-là. Idéalement, avec la photo du passage dans qui va être mon associé. Donc plutôt caméra de côté, filmé quand tu es en train de pitcher devant le jury, ça c'est la meilleure photo parce que c'est exactement ce que sont en train de voir les personnes. Tu as aussi d'autres photos que M6 fournit ou avec les fondateurs qui sont dans les fauteuils. C'est un peu moins bien parce que c'est pas exactement ce que les gens sont en train de voir. Il vaut mieux mettre cette photo-là et après présenter sur l'aéro banner les produits, le produit que tu es en train de présenter à la télé. Je vais donner un exemple. Dijo passe à qui va être mon associé. Il présente le probiotique, l'indispensable probiotique. S'ils mettent un autre produit qui n'est pas celui-là, bah tu te retires aussi une partie de l'efficacité de ton passage télé. Donc tu parles de l'indispensable probiotique quasi exclusivement à la télé de ce produit-là. Tu ne mets que ça sur tes hero banners. Tu t'embêtes pas à dire on a 60 000 machin et tout. Tu peux éventuellement proposer ton diagnostic pour que les gens aillent un peu affiner plus les recherches, etc. Et ce qui te permet d'ailleurs de récupérer de l'email aussi. Donc voilà, donc un maximum d'arguments sur cette hero banner, faire en sorte qu'on te reconnaisse rapidement, garder le produit sur lequel tu es en train de communiquer à la télé et avoir une tagline qui est clairement en raccord avec ce que tu es en train de dire à la télé aussi. Donc si entre-temps ton positionnement entre ton passage télé à ce moment-là il a changé, eh ben remets peut-être ton ancien positionnement parce que c'est ce que tu es en train d'évoquer à la télé. Donc ça a été le cas un peu d'ailleurs avec Auré qui lors de leur passage était un peu en train de refondre la marque, donc il a fallu réadapter quelques temps avant qu'il y ait mon associé. Donc voilà. Et call to action, du coup, tu rediriges vers donc gros call to action. Alors, soit les packs qui va être mon associé, en effet, idéalement, ou si t'as vraiment, t'as pas forcément de pack, mais que t'as un produit sur lequel tu as parlé. Donc, par exemple, si on prend l'indispensable probiotique chez Dijo, bah, tu focuses là-dessus aussi. Je vais pas dire de bêtises,
Et honnêtement, je me souviens plus du tout, mais je serais pas étonné que ça ait été le soir même 80% des ventes. Donc, faut aller à fond là-dedans, en effet, parce que t'as pas forcément besoin non plus de faire des packs. Je te parle de packs si jamais ça a du sens. Mais, par exemple, je sais plus, c'est pas un de nos clients, mais il y en a certains qui sont passés cette année qui vendaient, tu sais, des poubelles pour le compost, etc., dans les appartements. C'est un produit phare, un hero produit. Et ben, c'est ça que tu mets en avant et t'as pas besoin de faire un pack, tu vois. Et donc, c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant, typiquement. C'est marrant, il y a encore une fois, je me répète, mais beaucoup de parallèles avec la pub. Alors au-delà de qui va être mon associé, nous c'est très dur de faire comprendre ça aux clients. Tu vois, quand on fait de l'acquisition particulièrement sur Meta, parce que même si en fait tous tes produits se vendent, t'en as quand même souvent un ou deux qui se détachent, des produits hero, et en fait ces produits-là, c'est ceux sur lesquels il faut vraiment bombarder en acquisition, tu vois, en première interaction avec le client, parce que c'est ceux qui vont capter en fait en tant que produit d'appel l'attention et qui vont générer du trafic. Et après, si une fois sur ton site il est bien optimisé, une fois que l'utilisateur vient sur le site, bah t'as des mécaniques de cross-sell, d'upsell, tu proposes des packs, ce genre de choses, et en fait ton tunnel de conversion est bien pensé. Tu peux arriver à vendre d'autres choses que ce produit-là. Mais l'erreur que font pas mal de marques, c'est justement de dire non, on va mettre en avant en fait plusieurs produits. Alors que nous on dit mais non, en fait il y a un truc qui fonctionne, faut aller dessus, et après faut se poser la question de comment, tu vois, on fait monter le panier moyen, on convertit sur d'autres produits. Je vais te raconter une analogie que je raconte quasiment toutes les semaines. C'est pas de la pub pour eux, mais je vais parler de McDonald's. Si tu vas chez McDo et que tu arrives dans le McDo et que il y a que des salades partout sur les menus et que tu galères à trouver le Big Mac, bah tu vas ressortir et tu vas aller chez Burger King ou chez Quick, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'en fait, ton best-seller, oui, t'as d'autres produits, oui, tu vends des salades, oui, tu vends des wraps, oui, t'as le burger du moment, machin et tout. Mais 80% des gens vont venir parce que ils vont vouloir prendre un Big Mac ou je sais pas quoi, un Big Tasty, bref. Oui, t'as des nouveaux produits, t'as envie de les vendre, peut-être qu'ils valent plus cher que ton Big Mac, etc., et tu fais plus de marge. Mais attention, montre d'abord ton produit, et une fois qu'il a vu ton produit phare, best-seller, et qu'il est prêt à l'acheter, éventuellement tu essaies de lui dire hey, on a ça aussi et tout. Mais ne le fais pas galérer pour trouver ton produit, ou en tout cas reconnaître ce produit qui t'a fait connaître. Parce que tu vois, c'est par exemple, si je prends une marque comme Inga qui vend des éponges lavables, ils vendent d'autres trucs aussi. Si tu mets pas en avant les éponges, t'es mort. Bah, c'est ce que je veux dire. Clairement. On a un client qui vend des casques de vélo. Si demain, il vend aussi, tu vois, des vêtements pour la pluie, des sacoches pour vélo, etc. Si tu arrives sur le site et que t'as pas de casque, t'es mort. Même si tu dis, bah ouais, mais je fais moins de marche sur mes casques, je fais plus de marche sur mes sacs et sur mes trucs. Oui, ok, mais en fait, les gens viennent pour t'acheter des casques. Donc, donne-leur des casques, tu vois. Et puis après, une fois qu'ils ont acheté ton casque, tu leur envoies un mail, tu dis, hey, on a aussi ça, tu vois. Je suis curieux de savoir un peu, sur qui est mon associé, c'est quoi les chiffres les plus fous, alors sans donner de nom, hein, pour évidemment garder la confidentialité, mais les chiffres les plus fous que tu as vus sur le passage TV, notamment en taux de conversion, chiffre d'affaires, panier moyen, tu as des benchmarks, donner des ordres d'idées, parce que je pense qu'on se rend pas forcément compte. Nous, on a bossé avec quelques marques qui sont passées par le passé ou qui ont eu des passages également, et on se rend pas compte de l'ampleur du truc. Donc je suis assez curieux de savoir si tu as des chiffres tu vois, un peu fous que tu as vus. Ouais, carrément. Alors, il y a des chiffres que je peux communiquer parce qu'ils ont communiqué dessus publiquement. Les chiffres en termes de chiffre d'affaires les plus dingues, c'était Pimpant cette année, qui a fait 150 000 euros en 1 heure. Ah, putain, c'est ouf. Panier moyen de combien s'ils le communiquent? Alors, ils l'ont pas communiqué, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure. En gros, c'est des paniers moyens assez faibles, qui étaient aux alentours des, je crois, 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Pour le coup, c'est pas que je vais pas le dire ou quoi, c'est que vraiment, je m'en souviens plus, mais je sais que c'était plus bas que, par exemple, Dijon, qui était plutôt aux alentours des 40-50 euros. Donc, c'était un des paniers moyens les plus faibles, mais ça a très bien marché. Après, on a eu Livapi Food aussi, qui avait des paniers moyens un peu plus faibles, parce qu'ils ont des packs aussi découverts qui étaient vraiment top, qui ont vraiment cartonné. Eux, ils sont retrouvés en rupture de stock, très, très vite. Donc, pareil, le Livapi Food, ça avait très bien marché. Mais pareil, Livapi Food, ils étaient passés assez tard dans la soirée, tu vois, donc ça avait eu un impact. Ça a un gros impact en réalité, l'heure de passage. Sur le taux de conversion, c'est très variable. Alors je sais pas si c'est nous ou quoi, mais on n'a jamais sur des taux de conversion dingues, parce qu'il y a tellement de trafic que le taux de conversion il est plutôt aux alentours il est entre 2 et 4%. Okay. Donc ce qui est 4%, ce qui est un très bon taux de conversion. Hein. Mais tu as un taux de conversion qui va être relativement important. Pareil, si tu passes tard, ton taux de conversion il est un peu moins important, parce que les gens ils achètent moins à minuit que en pleine soirée quand ils sont excités pendant l'émission, machin. Et c'est très variable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le taux de conversion se maintient à un niveau plus important les jours qui suivent. Ok. Donc ça, c'est important à noter, c'est-à-dire que tu fais pas forcément des explosions de taux de conversion. Tu vas pas passer de
Alors, je dis ça en même temps, sur Poppy, on avait un taux de conversion qui était très très important, un taux d'ajout au panier qui était très important. Mais on avait aussi fait en sorte que ce soit le cas. Donc, entre guillemets, on avait un peu triché. Mais sur un site classique qu'on vient juste un peu transformer, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on va avoir des taux de conversion qui restent entre 2 et 4. Après, Pimpant, c'est un peu particulier parce que ils ont déjà des taux de conversion qui sont importants. Mais en gros, c'est ça. Mais ce qui est très bien. Et par contre, ça se maintient après sur les jours qui suivent. Et on a même, tu vois, des clients comme Auré, sans pouvoir te donner le taux de conversion, mais le taux de conversion s'est maintenu à quasiment au même niveau depuis le passage. Ok. Donc il a jumpé honnêtement, je sais plus non plus, mais c'est genre 50% et il est resté à ce niveau-là quasiment depuis. Ils ont réussi à le maintenir avec du retargeting, de l'email. J'insiste là-dessus, l'email c'est genre un de vos meilleurs alliés aussi pour capitaliser sur qui va être mon associé. Les réseaux sociaux hyper importants, on le voit avec Carline et Baptiste sur Pimpant qui communiquent énormément sur LinkedIn. Alors ils le faisaient déjà avant, mais ils le font toujours beaucoup. D'ailleurs Carline qui s'y est mis beaucoup plus après qui va être mon associé. On voit Anouk et Lisa sur Dijo qui aussi ont beaucoup continuent beaucoup à communiquer là-dessus. Donc il faut profiter de ça pour continuer après à entretenir cette relation avec les personnes qui t'ont vu à la télé. C'est extrêmement important. Tu vois, je vais donner un peu un contre-pied de ça. C'est par exemple si on prend Papépi, typiquement, donc avec Raybed. Aujourd'hui, on entend un peu moins parler de Papépi. En tout cas, peut-être que je le vois moins, mais il a peut-être moins continué sur ce sujet de Papépi. Et honnêtement, j'ai pas les stats de Papépi parce que on bosse plus avec eux aujourd'hui, mais je suis à peu près certain que aujourd'hui, ça a dû sans doute un peu baisser depuis au niveau des chiffres. Parce que tu es obligé de maintenir cette hype qui va être mon associé aussi pendant quelques temps si tu veux en bénéficier au maximum. Donc il y a le soir de qui va être mon associé, mais ça c'est 10% du taf. C'est le lancement, après, quoi. Ouais, c'est le lancement. Il faut pas le rater. Mais une fois que ça a été bien fait, si tu veux vraiment bénéficier à 100%, entre guillemets, t'as intérêt quand même à te préparer. Donc après, pour continuer sur les stats, non, c'est oui, ça va être le nombre de personnes qui se connectent à la seconde. C'est assez dingue. Hein. T'as 500 personnes qui se connectent à la seconde et tu montes de 50 personnes qui sont connectées à 50, 60, 70 000 très très vite. J'exagère, pas en même temps, mais sur Pimpant, il me semble qu'on en a eu genre 20 000 connectés en même temps, genre au maximum au pic, et après ça varie, tu vois. Ouais, mais ce qui est plutôt très bien, quoi. C'est quoi les 2-3 erreurs les plus fréquentes que tu peux voir chez des marques qui font des passages TV qui veulent être m'associer ou autres, hein, d'ailleurs? L'erreur, c'est de vouloir mettre trop en avant des produits chers que pour profiter de ce passage-là. L'autre erreur, c'est de ne pas capitaliser dessus pour aller faire du retargeting, donc de la pub. C'est-à-dire, est-ce que tu as bien mis tes pixels Facebook, etc. en amont pour bénéficier justement de toute cette donnée hyper précieuse qui va te permettre après d'aller retargeter les bonnes personnes. Donc ça, c'est un point des fois qui est un peu négligé, je pense. Et l'autre erreur, ce serait ce que je viens de dire, c'est de pas capitaliser post lancement sur le passage. Et après, ce serait la partie emailing, de pas non plus prévoir une campagne d'emailing assez énervée, à la fois en amont, une fois que tu as été annoncé, c'est-à-dire commencer à préparer ton audience, c'est-à-dire on va passer à qui va être mon associé, parce que même tes clients qui t'achètent déjà des produits, le fait que tu passes à qui va être mon associé, tu vas pouvoir les réactiver et ils vont être contents, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu dis, vous êtes des clients fidèles parce que ça fait longtemps que vous nous connaissez, vous n'avez pas attendu qu'on passe à qui va être mon associé pour acheter nos produits. On veut vous remercier, on vous fait une remise avant qui va être mon associé plus importante que celle qui aura qui va être mon associé, par exemple. Tu vois. Donc voilà. Donc c'est la préparation, généralement, c'est ça, c'est le manque de préparation, ne pas préparer des packs, vouloir absolument pousser des produits qui sont pas forcément pertinents. La plus grosse erreur, pour moi, c'est de pousser des produits qui sont pas ceux que tu devrais vouloir chercher un prix trop élevé le soir de qui va être mon associé. Si on sort un peu de qui va être mon associé, je sais qu'on parle beaucoup d'apps Shopify, notamment pour de l'upsell, du cross-sell, pour du post-purchase survey, pour l'optimisation de l'analyse de cohorte, etc. Est-ce que vous en utilisez, et si oui, lesquels et pourquoi? Ça fait 3 questions en une. Alors, je suis pas le plus gros expert app Shopify, c'est plutôt mon associé Ben qui connaît mieux ça. Mais j'ai quand même quelques apps qui me viennent en tête. Alors, première chose, c'est que nous, on essaye d'installer un minimum d'applications parce que ça a des répercussions sur les performances du site, qu'on peut très bien le reproduire de façon plus personnalisée, sans vouloir faire la pub pour nous, non, mais même si vous travaillez avec une autre agence, voilà, mais on évite au maximum ça. Donc ça, c'est une première chose. Donc, tout ce qui va être application,
de vente qui interviennent dans le front sur les sites, je vais quasiment pas t'en citer parce qu'en fait, on s'en sert pas. Par contre, les apps qui ont du sens et qui peuvent t'aider à performer. Babac, qui est un système de retour de produits. Alors Babac ou équivalent, il y a aussi Eline, je crois, qui fait ça. Ça, c'est con. On se dit, putain, mais il nous conseille une application de retour. Mais en fait, ça va te faire gagner énormément de temps si jamais tu as des retours. Et le deuxième point, c'est que tu vas pouvoir clairement dire, tu peux acheter le produit sans souci parce que de toute façon, on a un système de retour qui est safe. Donc ça, c'est hyper important que tu puisses expliquer et dire simplement qu'en fait, si jamais ils achètent et qu'ils se trompent, ils pourront le retourner et qu'il n'y a pas de souci. Le truc, il est là, regarde, voilà, etc. Et en effet, c'est très simple et c'est hyper fluide. Et c'est tout. Deuxième application, et ça, c'est une petite application que j'aime beaucoup. C'est une application d'A/B test qui s'appelle Shoplift, qui est pas très cher, qui coûtait $50 par mois, qui vient de passer à $100 par mois, genre il y a 2 semaines. Je suis deg. Parce que ça me permettait de dire aux clients, ça coûte que $50, installe-la, maintenant c'est $100. Ça reste hyper abordable, hein, si tu regardes par rapport à des Caméléon, des A/B Testi, ça n'a rien à voir, mais ça peut être intéressant d'installer aussi, ces applications qui n'ont rien à voir, qui influencent pas sur le site, etc. Mais voilà. Autre application qui est celle, qui est une application de Shopify, c'est Shopify Bundle. Bon, c'est tout con, mais l'avantage c'est que vous pouvez, si vous avez un e-commerce que vous gérez tout seul, vous pouvez très simplement créer des bundles avec Shopify Bundle. Ce sera pas exactement le front que vous souhaitez sans doute, mais en tout cas, vous pouvez simplement le créer pour pouvoir après aussi vendre plus facilement des packs, pouvoir adapter plus simplement ces packs. Donc ça, c'est les applications que je donnerai. Et après, des applications qui sont assez cool aussi, comme Gorgias ou Crisp, qui sont, à mon sens, pas assez utilisées et qui permettent de gagner pas mal de relations clients, aider à la conversion également, si jamais vous les poussez aussi. Voilà. Et après, il y a plein d'autres trucs, des applications dans le checkout que tu peux mettre pour faire de l'upsell, etc., qui sont intéressantes. Ok, trop cool. T'as un avis, toi, sur je me souviens plus du nom de l'app, mais les roues promotionnelles que tu mets, tu sais, les roues de la fortune que tu mets sur les sites. Je sais que ça fait débat. Nous, on observe côté ads qu'il y a en fait des taux d'opt-in qui sont assez énormes et du coup, t'as un impact quand même monstre sur les coûts d'acquisition là-dessus, mais t'as quand même pas mal de réticence, je pense, au niveau des marques particulièrement premium qui, tu vois, voient un peu ça comme le truc cheap c'est la foire du trône, quoi. Donc, curieux d'avoir ton avis un peu là-dessus. J'ai pas de meilleure réponse que celle que tu viens de donner. Alors c'est exactement pareil de notre côté. Moi, à titre perso, je suis pas du tout fan et nous pousse pas pour installer ça. Mais la réalité, c'est que oui, ça a des impacts sur la conversion qui est très importante. Il y a un effet pervers à ça quand même. C'est que si tu l'as tout le long de l'année sur ton site, parce qu'en fait, en gros, c'est un peu une roue qui te promet des promotions quasiment instantanées, peu importe ce sur quoi tu tombes. Il faut faire attention à ça. Si à un moment donné, tu te dis que tu le laisses trop longtemps sur ton site et que tu l'enlèves, à partir du moment où tu vas l'enlever, les gens vont être attends, mais d'habitude j'achetais mon produit avec un truc dans la roue et tout machin, tu vois. Donc faut faire gaffe à ça. En effet, quand t'es une marque premium, c'est difficile de le mettre, mais ça fonctionne. Je vais te donner un bon exemple et on a une marque avec laquelle on bosse qui s'appelle Shepherd, qui vend des supports de téléphone pour les motos, les vélos, etc. Eux voulaient pas forcément l'installer. Après, eux, ils sont très très pointus sur le marketing, le e-commerce et tout, donc c'est un très très bon exemple à suivre, hein, Shepherd. Ils ont décidé d'installer cette roue. Justement, à un moment donné, ils étaient pas forcément chauds, mais ils ont dit on va l'installer, on va voir ce que ça donne. Et en fait, ça marche très bien. Et ils se sont aperçus aussi que ça marchait particulièrement bien chez les personnes de plus de 45 ans. Je vais pas dire de conneries, mais en gros, ça fonctionnait mieux chez les personnes qui étaient un peu plus âgées. Okay. Et d'ailleurs, à tel point qu'ils appelaient ça la roue du boomer. Et maintenant, chez Moonmoon, on appelle ça la roue du boomer aussi. Énorme. Donc voilà. Si vous avez une marque qui peut être associée à du marketing un peu pushy, franchement, faites-le. Après, mon point de vue, qui est très subjectif, en réalité, j'ai pas vraiment fait d'études là-dessus, mais de mon point de vue, ça peut dégrader un peu la marque et ça peut aussi habituer vos visiteurs à avoir des remises quasiment systématiquement, quoi. Ok. Autre point sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, parce que nous c'est un vrai sujet particulièrement. Donc ça commence à arriver en France, c'est très très présent aux US, mais un peu moins dans les mécaniques d'acquisition qu'on voit sur le e-com. Enfin quand même, mais pas énormément. C'est les landing pages. Donc là on est plutôt sur le volet un peu plus CRO. Nous, ce qu'on observe, c'est que sur des tests avec des landing pages assez bien faites, t'as différents types de landing pages, etc. C'est pas toi que j'apprends ça, mais on peut avoir des bonnes stats. C'est quoi ton avis sur les landing pages? Pas forcément dans le cadre d'un passage TV, mais de manière un peu plus globale. Fais en sorte que tes pages collection et tes pages produits soient les meilleures landing pages possibles, déjà. Donc ça, c'est le premier point. On fait en sorte que déjà, tes pages
classiques d'un e-commerce les plus pertinentes possibles parce que il faut que tes prospects froids et ton trafic organique quand même puissent, au travers de la logique de ton site et les embranchements, puissent être convaincus par les fiches produits. Après, sur la landing page en tant que telle, c'est évidemment extrêmement utile. Par contre, il faut bien le faire. C'est-à-dire que si c'est pour reproduire ce que tu as sur ta fiche produit, ça vaut pas le coup. Donc, il faut être beaucoup plus direct sur ton message. Et pour moi, la landing page, il faut qu'elle serve évidemment à un point d'acquisition, peu importe le système d'acquisition. Est-ce que c'est Meta? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est du mail aussi? Il faut qu'il soit vraiment ultra corrélé à l'expérience que tu as eue avant de cliquer. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ta page produit, on va mettre certains arguments en avant. Toi, tu vas faire un test avec d'autres arguments en avant. Je dis n'importe quoi. Si on prend, par exemple, une crème pour le visage, tu vas dire sur ta page produit, ce qui va être plus mis en avant, c'est que c'est 100% naturel, que ça respecte la peau, que c'est hypoallergénique, par exemple. Et toi, tu vas dire, t'as les reviews qui sont mises en avant, mais de façon un peu moins importante. Et toi, tu vas dire, on va mettre tout sur la review. C'est-à-dire, t'as cette crème-là, c'est genre 12 564 personnes ont déjà acheté cette crème, etc. Si quand tu cliques, tu vois pas le truc en gros en mode c'est la crème qui a été achetée par 12 000 personnes, et bien en fait tu passes à côté de ta logique de tunnel d'achat. J'aime pas trop ce mot tunnel d'achat. Bref, tu casses un peu ta logique de tunnel d'achat parce que tu vas plus retrouver les mêmes messages. Donc pour moi c'est à ça que ça la landing page, elle sert à tester d'autres messages et à se concentrer sur le même message que tu as eu au tout début du premier contact que tu as eu avec la marque. Parce que sur tes pages produits, tu dois donner plusieurs messages. Tu sais pas exactement toujours quel est celui que tu dois mettre en avant. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as intérêt à faire de l'A/B test. Mais en tout cas, dans le cadre d'acquisition, c'est extrêmement utile. Et je finirai là-dessus. On a aussi pas mal de marques premium avec qui on bosse sur des marques premium de fringues. Eh ben, ils font des ventes privées. Ils créent des landing pages de pages privées avec l'accès à des vêtements que d'autres n'ont pas. Donc ça, pour le coup, c'est un intérêt très très important qui cartonne. On l'a fait avec une marque comme Cocotte et ça cartonne et c'est sold out en 2 heures. Mais par contre, tu as fait ta LP spécifique. Les gens, ils sont encapsulés dans un endroit où ils doivent aller. La collection de vente privée, elle est là. Elle est nulle part ailleurs. Tu vas pas aller naviguer autre part. Elle est là. Et là, c'est un intérêt. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur concentre les gens sur un objectif et tu auras plus de chances de conversion. Ouais. Je dis ça, j'invente rien. Hein, c'est la base. Tu peux le faire de plein de façons différentes. Donc, mais par contre, à l'inverse, je suis pas fervent de se dire on va faire des LP tout le temps pour aller vendre un produit parce que de mon point de vue, tu es censé quand même travailler pas mal ta fiche produit de base déjà pour qu'elle soit la plus importante. Tes LP peuvent te servir à optimiser ta fiche produit, tu vois. Mais des fois, j'ai l'impression que certaines marques ne vont pas se concentrer sur leur site et sur l'optimisation de leur propre page produit pour se dire mais c'est pas grave, on va faire des LP. Ah ouais, mais en fait, tu as tout un trafic organique qui va passer à un moment donné sur tes pages produits, qui vont vouloir aller explorer des nouveaux produits, notamment sur du réachat. Qu'est-ce que tu fais d'eux? C'est-à-dire que t'en as plus rien à foutre de ta conversion à partir du moment où ils t'ont déjà acheté au travers de TLP. Non, ça marche pas, donc tu as quand même intérêt à aller vendre. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est pourquoi les marques ne mettent pas plus de vidéos sur leur page produit qui vont expliquer le produit, à quoi il sert, etc. Ça, c'est mon combat. J'ai du mal à le faire passer, mais ça va venir. Même filmez-vous, franchement, vous prenez votre webcam comme on est en train de le faire là, vous filmez, vous expliquez vous-même, même si c'est votre produit, pendant 1 minute, à quoi sert votre produit, et vous allez voir votre taux de conversion, il va augmenter. Ou même mettre directement des UGC qui ont été produits sur la page, c'est déjà mieux que rien, quoi. Ah non, mais bien sûr, mais c'est même très bien, c'est pas mieux que rien. Mais c'est-à-dire que des fois, ils disent, ah, mais j'ai pas de vidéo, machin et tout. Bah, filme-toi. Ah, mais je suis pas à l'aise. Ah ouais, mais bon, et ça va me coûter cher. Mais non, ça coûte pas cher. Alors, tu prends ton iPhone. Aujourd'hui, un iPhone, ça filme en 4K. Enfin, tu peux très très clairement te filmer. Ça sera mieux que rien. Ah, c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur les landing pages. Moi, en fait, j'y crois beaucoup, mais j'y crois en effet pas en remplacement des pages produits. Je pense que t'as quand même un fil rouge de personnes qui sont prêtes à acheter, qui ont pas forcément, tu vois, un besoin trop d'être convaincu ou d'être rassuré. Forcément, tu l'es à un moment dans ton passage, dans ton cycle d'achat, tu vois. Mais la page produit, si elle est bien pensée, si elle est bien copyrightée, si t'as tous les arguments, si elle est fluide, si tu vois, c'est clair, etc. Je pense que ça fait une grosse partie du taf. On a d'ailleurs des clients avec qui on a bossé où landing page n'ont jamais réussi à battre les stats des pages produits. Donc, tu vois, comme quoi, c'est pas une réponse à tout. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, en effet, c'est
que tu mentionnais, c'est, je vois 2 usages, notamment pour de l'événementiel. Donc, typiquement, le lancement d'un produit ou, par exemple, je sais pas, un gros événement, genre vente privée, comme tu disais, ou Black Friday, ce type de choses. T'as une LP où t'as un objectif clair, c'est inscrivez-vous ou achetez ce produit en quantité limitée, etc. Et après, t'as un autre usage que je trouve assez intéressant, c'est pour les audiences qui sont un peu plus haut dans le funnel et qui sont pas encore dans une logique d'achat. Et c'est Sébastien Tortue qui explique qui explique ça assez bien. En gros, il dit, alors je pense pas que ce soit lui, mais nous on a un peu à peu près les mêmes stats, c'est t'as 3% des gens qui sont prêts à acheter immédiatement. Et donc ça veut dire que t'en as 97% qui sont en fait des potentiels clients, qui sont dans ta cible. Typiquement, je sais pas, si tu vends des couches, c'est des futurs parents, tu vois, mais ils ont pas un besoin immédiat. Et ils sont pas encore dans une logique de comparaison de prix, etc. Et donc eux, en fait, il faut les avoir avec d'autres arguments. Et là, je trouve que tu as des logiques, en fait, autant dans la pub que dans les landing pages, tu vois, en mettant, par exemple, du pre-sale article, des pre-sale articles, des listicles, ce type de choses, pour éduquer un peu ta cible sur les bienfaits, tu vois, d'un produit ou d'une composante d'un produit et les vertus que ça a, et après derrière les inciter s'ils veulent à cliquer pour passer sur ton site et ensuite faire de l'achat. Je trouve que dans ce cadre c'est assez intéressant, mais c'est pas encore super démocratisé en France. Je pense que la landing page en lead gen c'est quasiment que ça, mais en e-com je pense que ça n'a encore qu'à ses débuts. Clairement, ça te permet d'optimiser en effet ta page produit aussi, si t'apprends des choses grâce à ça, donc ça peut être bénéfique. Après, ça répond pas à 100% des besoins. Et tu l'as dit, si tu fais des super LP mais que tes pages produits elles sont pas travaillées, c'est qu'il y a un souci, quoi. Ouais. Simon, ça fait déjà 1h05 que on discute ensemble. Ça passe super vite. C'est super intéressant. Ça pourrait durer des heures. J'ai une dernière question à te poser, qui sera peut-être la question. En fonction de pas de pression, mais en fonction de ta réponse que je poserai à chaque invité de ce podcast. Non, je plaisante. Est-ce que tu as des ressources à partager, que ce soit des podcasts, livres, newsletters, formations ou autres, ou même des profils de gens à suivre, pour les gens qui nous écoutent? Ouais, carrément. J'ai une ressource particulièrement qui est vraiment top, que tout le monde ne connaît pas. Ça s'appelle Baymar Institute. Je sais pas si tu connais. Non, ça me parle pas. C'est un site américain d'experts de l'UX sur lesquels en fait tu as plein de ressources. Je m'en sers pas mal d'ailleurs sur les derniers posts que j'ai fait. Je me suis inspiré de quelques articles qu'ils font. Ils font des recherches autour de l'UX et donnent des résultats en fonction de ces recherches-là. Donc typiquement, tu vois, j'avais fait un post sur le lazy load pour expliquer est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien. Et ben ils avaient fait un article dessus, donc je me suis inspiré de ça. J'ai fait d'autres recherches sur des aspects scientifiques, etc. Donc ça, c'est une ressource qui est extrêmement intéressante. Trop bien. Je reçois la newsletter toutes les semaines et du coup je la lis de façon très très assidue. Donc ça, Baymar Institute, très très bien. L'autre point très simple mais qui est très cool à regarder aussi, c'est le blog de Shopify. Okay. Donc ils font des articles qui sont vraiment cool, qui expliquent pas mal de choses autour du e-commerce, ils font des études, etc. L'autre ressource aussi que je peux donner, c'est le blog de Shopify pour les développeurs. Ils ont 2 blogs différents. Okay. Donc vous mettez Shopify Developer Blog, vous tomberez dessus. Alors il est que en anglais celui-là pour le coup, mais par contre vous allez voir toutes les mises à jour de Shopify, toutes les choses au niveau tech qui sont dans le pipe. Après sur les podcasts, il y a un podcast que j'aime beaucoup. Il y en a 2 que je vais donner. Il y en a un qui est e-commerçon, qui est celui de Pierre-Baptiste Couette-Barraud de chez SEOS, qui est un de tes concurrents, désolé. C'est assez cool ce dont il parle. Alors, je dis concurrent, mais pas exactement parce qu'il se concentre que sur Google, mais qui est vraiment plutôt pas mal. L'autre, ça n'a rien à voir, mais ça s'appelle Serial Entrepreneur. C'est un podcast sur les entrepreneurs, ouais. Qui est fait par un Rennais qui s'appelle François et qui a une agence aussi qui s'appelle Tête de Tigre, qui est vraiment très cool aussi. Alors, c'est sur l'entrepreneuriat en règle générale, mais on apprend quand même pas mal de choses sur comment gérer un business, et je pense que pour le e-commerce c'est extrêmement intéressant. Et après sur les profils à suivre, honnêtement c'est pas pour te faire plaisir, mais je lis beaucoup de tes posts. Alors sur la partie ads, moi je suis moins expert, donc je t'avoue que je suis un peu moins assidu sur tes posts qui parlent de ads. Par contre sur la partie e-commerce, UX, CRO, parce que vous faites aussi pas mal de CRO il me semble, et en tout cas vous avez des grosses notions CRO et UX, donc ça m'intéresse vachement. Et après on a aussi je trouve des boîtes qui sont quasiment au même stade, plus ou moins, ou en tout cas on a les mêmes problématiques, donc en fait il y a beaucoup de tes posts que je me retrouve dedans. Donc, mes ressources c'est ça, Baymar Institute principalement, et après les blogs Shopify, Tech, Dev, qui sont vraiment cool. Trop bien. Merci beaucoup. Simon, où est-ce qu'on te retrouve?
Eh ben, sur LinkedIn, principalement, vous tapez Simon Lefebvre, Shopify Expert, je crois que j'ai mis. Simon Lefebvre, Shopify Expert. Je sais même plus, j'ai changé récemment. Et puis après, vous pouvez aller sur notre site, www.moon-moon.fr. Et après, on a, comme tu l'as dit en début d'épisode, un podcast qui s'appelle Le Shop des Titans. On est très en retard sur la diffusion d'épisodes, mais là, ça va revenir. J'ai d'ailleurs un enregistrement dans 10 minutes juste après qu'on ait raccroché. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Trop cool d'avoir fait cet épisode avec toi. Il y avait plein de sujets qu'on a abordés. Et puis, hâte de voir ça en live. Et puis, qui sait, peut-être qu'on aura un deuxième épisode qu'on en réenregistrera ensemble. Avec grand plaisir. Bah écoute, passe une très bonne journée. Je te dis à très vite. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.